Allez, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, enfin surtout messieurs, mais si jamais il y a des dames, n'hésitez pas à vous faire connaître. Donc après la très intéressante formation de ce matin, on va tomber dans quelque chose de peut-être un petit peu moins fun. D'ailleurs, le mot Univox, qui est une marque, je vais surtout parler de concepts sur les boucles d'induction magnétique. Donc en fait, la formation va porter sur ça, et notamment un petit logiciel de prédiction. On connaît tous les logiciels de prédiction en acoustique. Oui, désolé, j'ai oublié de prendre du miel encore, donc je vais me racler la gorge au début, le temps qu'elle chauffe, vu que je ne parle pas trop à mon chat. Je ne suis pas encore tombé là, mais ça ne saurait tarder. Du coup, logiciel de prédiction acoustique, mais il existe aussi au moins un, si ce n'est certainement plus, mais je ne les connais pas, des logiciels de prédiction de champs magnétiques. Voilà. Donc je vais enlever cette belle petite image en attendant, hop. Donc voilà, donc il existe un outil gratuit mis à disposition donc par la marque Univox que nous distribuons à Accent, qui est un des spécialistes et je crois la plus vieille marque d'amplificateurs de boucles à induction. Bonjour Guilhem. Du coup, cet outil accessible à tous, il suffit juste de passer par un contact Accent pour pouvoir ouvrir un compte. Et c'est cet outil, ce logiciel, que je vais vous présenter. Donc c'est un logiciel qui est accessible en ligne, directement via Internet. Donc je ne sais pas si la résolution permet de voir ça, mais c'est univoxloopdesign.org. Voilà, au pire, je sais pas comment je peux le mettre aussi, peut-être en commentaire. J'ai le droit d'écrire moi ou pas? Je ne sais pas, je découvre un peu, ouais. Je vais le copier, comme ça, ce sera fait. Donc je mets le lien en commentaire. Hop. Non. Je me trompe. Voilà. Et voilà. Donc, sauf que du coup, si vous le faites en parallèle, d'une part, vous ne pourrez pas être assez concentré pour me suivre, et d'autre part, vous n'aurez pas accès. Donc moi, j'ai accès. Donc ça permet cet outil, bien sûr, de garder un historique de toutes les prédictions, simulations que vous avez faites. Du coup, là, j'en ai créé une, mais elle est vierge aujourd'hui. Et on va s'amuser avec pour voir ce que ça donne. Donc, dans ce logiciel, il y a trois parties. La partie Properties. Je vais réduire tout ça. Voilà. Donc la partie Properties qui sont en gros et simplement les dimensions, bon, le nom du projet, les dimensions de la pièce et l'environnement. On va revenir. Et puis après, la bande de fréquence centrale, c'est juste pour les spécialistes et les puristes pour dire que la norme a évolué, la norme de mesure. Avant, la référence était 1 kg et maintenant c'est 1,6 kg. Voilà. Bon, on peut choisir si on est sur l'ancienne ou la nouvelle norme. Deuxième partie du logiciel, et bien sûr là il y a un petit bug d'affichage, non c'est bon, ouais si, c'est parce qu'il n'y a rien de fait, en fait on crée une figuration, donc figuration en fait c'est une boucle, donc c'est là où on va pouvoir dire voilà je mets tel type de boucle dans la pièce, et après on lance le calcul et on voit ce que ça donne, et la troisième partie sont les parties résultats. Donc là on va prendre une pièce on va dire un peu grande, à la limite, allez, une 15 par 10 en exemple. Donc on se met en free field. Donc ça veut dire free field, c'est qu'il n'y a pas d'absorption métallique. Donc on peut sélectionner entre plusieurs types d'environnement. Donc le free field, qui peut très bien être une église en pierre, un bâtiment en bois, voilà, dans lequel il n'y a pas d'absorption métallique. Et après on peut choisir ce qu'on peut appeler des presets, donc des absorptions standardisées, donc qui ne sont pas réelles mais qui donnent une indication, avec du béton armé, plafond suspendu, des sols techniques, enfin voilà, différents types d'environnements avec des absorptions plus ou moins importantes, où on peut nous-mêmes fixer des absorptions constantes. Voilà. Donc pour l'instant on se met entre guillemets en free field, et donc là le logiciel me dit voilà qu'est-ce que on va mettre en place comme boucle. Donc
J'aurais pu vous faire une formation sur les différents types de boucles. Je vais, entre guillemets, sans rentrer dans le détail, vous la faire là maintenant, mais ça mérite du temps parce que c'est un tout petit peu complexe. En gros, la boucle la plus classique, on va commencer par celle-là, c'est la boucle périmétrique, celle qui fait le tour de la pièce. Voilà, donc je la prends, voilà, et donc on voit que ça m'a affiché une belle boucle périmétrique qui fait le tour de la pièce, 15 par 10. Voilà. Ensuite, du coup, ça nous a ouvert donc cette fenêtre où on a plusieurs paramètres, donc le type de boucle. Donc là, figuration, je vais marquer boucle pour faire simple. Hop. Donc où on peut retrouver les différents types de boucles dont on avait le choix. L'orientation, on verra après. Et on peut éventuellement changer la taille de la boucle dans la pièce et sa position quand on veut couvrir une partie d'une zone. Je commence direct par la limitation principale du logiciel. Aujourd'hui, on est capable de faire uniquement des pièces type carré ou rectangulaire. On ne peut pas faire de pièces type ovale, circulaire, en forme de L ou ce genre de choses. Après, on peut un peu gruger, mais c'est pas aussi, je dirais, rapide et intuitif. De même, les boucles, on peut pas faire un traçage à la main. C'est des choses qui sont déjà pré-remplies avec des espacements qu'on peut déterminer, on va le voir, mais voilà, on peut pas faire des choses un petit peu complexes, mais ça permet de couvrir quand même, je dirais, 95% des cas. Donc la boucle, bon, l'orientation, nombre de segments, on verra après, est-ce qu'elle est active ou pas, sa position, sa taille. Ensuite, listening height, ça c'est très important, c'est en gros, on va afficher le champ magnétique, mais à une certaine haute altitude, si je puis dire. L'altitude étant la position des oreilles des gens. Sachant que c'est normalisé, les gens qui sont assis, c'est 1m20, les gens qui sont debout, c'est 1m70, et entre les deux, c'est 1m45. Donc soit on prend le 1m45 quand c'est une salle un peu généraliste, soit quand c'est une salle de réunion, on va les mettre assis. Quand c'est, je sais pas moi, un cinéma, on va les mettre assis. Et puis quand c'est une salle, je sais pas, où il y a des gens qui sont debout, je sais, un marché ou autre, on les mettra debout. Et après, soit on fait la simulation assis et la simulation debout, comme ça on a les deux résultats, soit on prend la valeur intermédiaire qui est celle à 1m45. Loop height, donc ça c'est un paramètre important aussi, ça va dépendre si on la positionne au sol, au plafond, ce qui est globalement pas recommandé, on va le voir, ou éventuellement dans les murs, ce qui pareil est globalement pas trop recommandé. Le nombre de tours du câble, ça on pourra venir parce que ça permet de faire de l'optimisation de charge, d'impédance. Ensuite, loop cables, donc c'est le type de conducteur. Donc en gros, il existe trois grandes familles qui sont les copper foil, donc sont les câbles plats. Ce sont des câbles qui sont notamment distribués par Univox, qui sont des câbles qui possèdent une épaisseur de 0,1 mm. Ça, c'est le conducteur. Et avec la gaine, on a 0,25 mm d'épaisseur. Donc, vous voyez, c'est un quart de millimètre d'épaisseur totale. Ce sont des câbles qui sont faits pour être mis sous les revêtements de finition de la moquette, du parquet, du carrelage. Par contre, il ne faut surtout pas les enterrer dans une dalle, parce que l'acidité du béton mangerait la gaine et du coup ça dégraderait le câble. Donc c'est pas bon du tout. Donc en gros, quand on veut mettre dans une dalle, il faut du câble classique circulaire, de préférence sous gaine bien sûr, et le câble plat, c'est vraiment fait pour être mis sous la couche de finition sur une rénovation par exemple. L'intérêt du câble plat, c'est qu'il possède une impédance beaucoup plus faible qu'un câble circulaire. C'est pour ça que aujourd'hui la section c'est du 1,25, du 1,8 ou du 2,5 mm². Mais quand on fait les calculs, comme il fait 2,5 mm² et 0,1 mm d'épaisseur, ça veut dire que le câble fait 25 mm de large. Donc 25 fois 0,1, on tombe bien sur 2,5 mm², et sans rentrer trop dans la physique, pour faire simple, les électrons ils circulent à la surface, et donc du coup le périmètre d'un câble de 25 mm par 0,1, ça fait en gros 50,2 mm, donc 5 cm, et je vais vous laisser calculer avec la formule pi fois le rayon au carré à quoi ça correspond comme câble circulaire, mais ça correspond à un câble circulaire très très gros. Voilà. Après on peut choisir des câbles, alors ça il y a des nouveautés, 0,1, 0,2, je sais pas ce que c'est, mais bon, des câbles en une fois un conducteur de différentes sections, et des câbles avec deux conducteurs, plus des câbles bien sûr avec les tailles US. Bon, voilà.
L'idée, c'est qu'on va adapter, en fonction de la longueur, le câble pour que l'impédance puisse être dans l'impédance de fonctionnement nominal de l'ampli, c'est-à-dire ni trop faible, ni trop long. Pour rappel, une boucle d'induction, ça reste un câble. Donc ça veut dire qu'on charge un ampli avec une impédance de quelques dixièmes d'ohm, voire 1 ou 2 ohms. Rarement plus, parce que après l'ampli est pas capable de suivre. Donc ça fonctionne pas du tout comme les amplis de puissance audio classique. Là on est vraiment en générateur de courant, alors que les amplis audio sont plutôt en générateur de tension. Voilà. Et donc dans les résultats, on a donc la visualisation du plan, on a une vue qui est pas mal, qui permet de voir la visualisation du plan et une coupe du champ magnétique, qu'on peut avoir aussi en plein écran. On peut avoir un 3D, voilà, donc on peut visionner des choses, et ensuite on a le récapitulatif. En gros, dans le récapitulatif, on a tous les paramètres initiaux, la superficie, l'environnement, et ensuite on va voir le type de boucle, les dimensions de la boucle, la hauteur d'écoute, et ensuite on a chez Univox plusieurs types d'amplificateurs. Donc il y a des amplificateurs de boucle simples qui sont les PLS-X, PLS, et en gros ça va nous indiquer si tout va bien ou pas. Si ça va pas, c'est qu'on est en rouge. Et ensuite les longueurs de câble et ce genre de choses. Donc là on retrouve bien 50 mètres de câble. J'ai pas mis alors je vais mettre un câble complètement classique et au hasard, un câble 1x2,5, et je vais mettre un autre câble 1x2,5 pour faire la liaison entre l'ampli et la boucle, avec on va dire 20 mètres. Voilà, save, voilà, et ça met à jour automatiquement. Ça met à jour automatiquement l'impédance. Vous voyez, si je prends un câble beaucoup plus petit, l'impédance elle augmente 1,58, et si je mets un câble plus gros, hop, save, l'impédance 1,14 change. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? On voit que là, alors, la norme, pareil, je rentre pas dans le détail de la formation, impose qu'on soit à plus ou moins 3 dB de champ magnétique, sachant que 0 dB, ça correspond à 400 mAh. Voilà, c'est la notion standard. Donc là, on voit qu'on est au minimum dans cette coupe-là, et si je regarde dans l'autre coupe, hop, pareil, on est vraiment au minimum du minimum. En fait, le logiciel nous place au minimum. Donc, je vais toucher à rien. Voilà, le but de ça, c'est de vous montrer quelque chose de très très intéressant. C'est l'influence du milieu. Alors, on peut aussi, parce que la norme, elle impose plein de choses. La norme, elle impose aussi qu'il n'y ait pas de variation supérieure à plus ou moins 3 dB en appoint par rapport à 1 kg, 1,6 kg maintenant. Donc là, alors ça se voit pas, mais je viens de faire apparaître des courbes supplémentaires qui sont à 5 kg et à 100 Hz. Donc là, tout va bien, sans pousser l'ampli, on peut prendre le plus petit, on couvre cette pièce qui fait 150 mètres carrés. Voilà, qui fait donc 15 par 10. Qu'est-ce qui se passe si je ne touche à rien et que je change l'environnement? Et là, c'est là où ça va être un peu dramatique, et c'est là où on va comprendre pourquoi est-ce que faire une boucle périmétrique dans 9 cas sur 10, voire 19 cas sur 20, ça ne marche pas. Si je prends du béton armé, donc une dalle, somme toute classique dans la plupart des lieux, bâtiments, salles et autres qu'on trouve aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis du béton armé, et automatiquement, on voit deux choses. On voit, primo, que le champ magnétique baisse, voire s'écroule, parce que grosso modo on était à moins 3 dB, et là on se retrouve à moins 10 dB. Du coup, on a perdu 7 dB au centre. Par contre, sur les côtés, ça n'a pas beaucoup bougé. On a peut-être perdu, allez, 1 dB ou 1 dB et demi. Donc on voit qu'en fait, la présence de métal creuse. Et après, là, on voit apparaître deux courbes supplémentaires. Celle au-dessus, la noire, c'est la courbe à 100 Hz, et en rouge, c'est la courbe à 5 kHz. Et on ne doit pas dévier de plus ou moins 3 dB par rapport à ça. Donc là, on me dit, bah ok, pas de souci, on va pouvoir augmenter, redonner du champ. Donc oui, je rebooste le signal, peut-être un peu trop là, parce que je le fais un peu au pif. Non, ça va. Donc en gros, je me place au maximum. Voilà, pas tout à fait. Allez, je vais mettre allègrement au maximum. Ah, donc je suis un peu plus fort, mais même en étant un chouïa plus fort, ce qui peut éventuellement être toléré, on est quand même en dessous. Donc ça veut dire que
En théorie, on tient bien dans plus ou moins 3 dB, sauf qu'en pratique, avec la métal, l'absorption métallique, on ne tient pas du tout. Et pourtant, on est dans une salle qui n'est pas forcément très grande, qui fait 150 mètres carrés. Hop, et si je regarde dans l'autre sens, voilà, bah, c'est à peu près la même chose dans les deux sens. Voilà, du coup, ça va pas. Et en 3D, donc on voit ici qu'on est en rouge parce qu'on est un petit peu plus puissant. Par contre, là en dessous, ça va pas parce qu'en jaune, c'est que ça commence à être plus bon. Donc, comment faire? Vu qu'on ne peut pas toucher aux dimensions, on va, et que même si on augmente la puissance, l'absorption métallique, elle sera toujours autant, et donc l'écart entre le min et le max sera toujours autant. Parce que là, en gros, on est dans plus 3,6 et moins 5. Donc on est dans plus ou moins 4 dB et demi, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas dans les plus ou moins 3 dB et ça on peut rien faire. Après, effectivement, il peut y avoir des petits correcteurs sur des amplis. Ce sont des choses extrêmement marketing qui permettent de compenser l'absorption métallique, ce genre de choses. L'idée c'est que ce sont des égaliseurs qui permettent d'augmenter le signal, mais du coup, si vous voulez, on augmente globalement le signal à 5 kg par exemple, mais du coup le point le plus fort sera plus fort. Et on va compenser à cet endroit-là, mais du coup, on va empirer à cet endroit-là. Donc, ça reste avant tout quelque chose de marketing, et c'est très 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 rarement une réponse technique. La vraie réponse technique, en fait, c'est le changement de boucle. C'est-à-dire, on va éviter de faire une boucle dite périmétrique. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme type de boucle? On peut faire des boucles ce qu'on appelle en figure de 8, voilà, où on va séparer la pièce en plusieurs parties. Donc là, l'orientation, ça peut avoir un sens, parce que du coup, si je change d'orientation, on voit que ça me découpe la salle en différentes parts. Il y a un bouton qui s'appelle qui permet de suggérer de manière automatique le nombre de segments. Donc là, par expérience, moi je sais que 3 c'était trop et donc ça passe à 2, et 2, pardon, ça donne ça. Voilà. Donc on va prendre ce cas-là. Dans ce cas-là, ici, on voit rien. Et pourquoi est-ce qu'on voit rien? Alors je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera beaucoup plus visible. Hop, si on met en coupe Y. Donc là, on voit que le champ magnétique, bon, il est un peu faible. Donc, je vais le rebooster un petit peu. Ça, c'est très facile. Hop. Voilà, donc voilà, la boucle, elle fait un 8 comme ça. Et donc là, on voit que le champ magnétique, il a cette drôle de forme. Je vais l'afficher en grand. Pourquoi est-ce qu'il a cette drôle de forme? C'est parce que, et là pareil, ça mériterait une longue formation, le champ magnétique, il est polarisé, il est orienté. Pour certains ça parlera, et ça n'a rien de sexuel, c'est la loi des 3 doigts. Et en gros, pour les autres qui ne savent pas, en gros, quand les électrons circulent dans un conducteur, ça crée un champ magnétique qui est circulaire, avec comme centre, je dirais, le conducteur en coupe, et il tourne, le champ magnétique tourne autour, et il tourne dans un certain sens qui dépend du sens de circulation des électrons. Les personnes qui sont équipées d'appareils auditifs avec une position T c'est pour T-coil, ça veut dire qu'il y a une petite bobine à l'intérieur de leur appareil, et donc cette bobine, c'est exactement l'effet inverse. Quand elle est traversée par un champ magnétique, ça va créer une tension et qui va être transformée en son pour la personne. Et donc ce champ magnétique, vu qu'il est polarisé et circulaire, il faut qu'il traverse la bobine. On va dire que la bobine en position normale de la personne, elle est de haut en bas. Et le champ magnétique, pour qu'il y ait le couplage le plus à 100%, il faut que le champ magnétique traverse cette bobine de haut en bas ou de bas en haut, mais qu'il traverse. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand la bobine, le champ traverse la bobine perpendiculairement? En fait, il n'y a pas d'induction, et donc du coup, il n'y a pas de son. Et c'est exactement ce qui se passe ici, c'est-à-dire que ici, c'est là où il y a le conducteur, et en fait, le conducteur, à cet endroit-là, émet bien un champ magnétique, mais en fait, il ne peut pas être capté
par la bobine, parce que du coup, vu qu'il est circulaire, il coupe la bobine perpendiculairement. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai pas un tout petit schéma. Ça pourrait être assez sympa si je trouve. Hop, j'ai beaucoup trop de documents. Non. Alors, que je vous explique un tout petit peu. Alors ça, c'est l'histoire du champ magnétique. Le courant circule en rouge et il y a un champ magnétique bleu qui est induit. Et donc du coup, on voit que attendez, voilà. Le mieux c'est ça. C'est quand le champ magnétique, donc imaginons que le conducteur soit en bas, ça fait un cercle, et donc si le cercle passe par la boucle, donc soit verticalement, en montant, soit en descendant, ça va créer un signal. Par contre, imaginons que le conducteur il est juste en dessous, le champ magnétique il va être horizontal, circulaire mais horizontal à ce point-là de l'espace, et donc du coup il n'y aura aucune interaction avec la bobine, et donc il n'y aura pas de signal audio. Il y aura un champ magnétique, mais il n'y aura pas de signal audio. Voilà. J'espère que j'étais à peu près clair. Je regarde si j'ai pas autre chose. Non, j'ai pas autre chose. Bon, bref. Voilà. Et en fait, quand il y a deux conducteurs, voilà à quoi ressemblent les champs magnétiques, pour faire simple. Et du coup, on voit bien que si on est vertical juste au-dessus d'un des conducteurs, ben, le champ magnétique il est horizontal. Alors oui, il y a le champ magnétique de l'autre conducteur, mais comme généralement il a plusieurs mètres, le champ magnétique va être extrêmement faible, et donc il est négligé dans la simulation. Donc c'est pour ça que globalement, au-dessus, à l'aplomb d'un conducteur, on considère qu'il n'y a pas de champ magnétique audible. Ce qui fait que ça veut dire concrètement que dans la salle, au-dessus du câble qui passe au centre, il n'y aura pas de son. Alors, comme on peut le voir ici, hop, ça reste sur un écart 7,50, 5,30 et 4,70, donc de 60 cm ici. Donc ça veut dire que déjà, vu que les oreilles seront espacées d'à peu près 20 cm, il y aura peut-être un peu de son, mais du coup si la personne se décale la tête de quelques centimètres, il aura le son soit à gauche soit à droite, mais il va percevoir quelque chose. Après, l'appareil généralement il est soit dans l'oreille gauche soit dans l'oreille droite, ça peut être dans les deux, mais en tout cas il pourra recevoir du son. Et donc on voit qu'on est bien dans cette norme de plus ou moins 3 dB, et hop, au niveau des amplis là, ben, comme il y a plus de longueur de câble, et puis donc plus de niveau à cause de l'absorption métallique, on change de gamme d'amplis. Voilà. PLS X1, X3, X5 et le 6 sont des amplis qui sont de plus en plus puissants, avec des capacités de courant et des capacités de tension de plus en plus importantes. Voilà. Donc la première fois, on était en périmétrique, tout avait l'air bien allé, mais en fait, dès qu'on passe en absorption métallique, ça chute. Et du coup, ça ne fonctionne plus, parce qu'on ne peut pas être dans la norme, quelle que soit la puissance de l'ampli. Donc on est obligé, exemple, de faire une boucle où on coupe la salle en deux, une boucle en 8. Après, si on avait une salle beaucoup plus grande, voilà, on va faire, je sais pas moi, une salle de 30 par 15, voilà. Donc là, on voit que la boucle, du coup, elle couvre pas toute la salle, donc je vais couvrir toute la salle. Hop, voilà. Je demande le nombre de segments, il me dit 3, c'est parfait. Donc ça ressemble à ça. Hop, je vais laisser l'affichage. Et donc là, on voit que au centre, on est bien dans plus ou moins 3 dB, et verticalement, on va avoir 2 trous. Voilà. Donc là, on n'est pas tout à fait dans plus ou moins 3 dB. Donc on va augmenter le niveau du... Non, 45 ampères, c'était un peu trop. Hop, pardon. Hop. Voilà. Voilà, donc là, on est même un peu trop fort. Ce sont des petits essais itératifs à chaque fois. Après, on peut lui demander, hein, mais il fait automatiquement, mais c'est pas forcément optimum à chaque fois. Donc dans ce coin-là, on est bon, et dans l'autre coin, on risque d'être un chouïa trop fort. Donc oui, effectivement, sur les bords, on est un peu trop fort. Mais on va dire que c'est tolérable. De toute façon, il n'y aura quasiment personne sur les bords de la pièce. C'est vraiment le son de la pièce qui est intéressant. Donc là, quand on regarde en 3D, on a quelque chose d'un petit peu plus sympathique, je dirais. Voilà, ça donne ça.
Alors, donc voilà, donc là ce sont pour c'est une manière de résoudre les boucles dites les grandes salles, c'est faire des boucles en 8, sachant que ce n'est pas forcément qu'un seul cercle de 8, ça peut être avec plusieurs cercles, voilà, mais c'est la famille de boucles en 8. Après, on peut arriver sur des dimensions où, du coup, ça, même ça, on pourra pas parce qu'on aura une limitation en courant et ça va être compliqué. Qu'est-ce que, ouais, ok. Donc, je peux donc vous parler d'un autre cas, par exemple. On va prendre le cas, je sais pas moi, d'un amphithéâtre, voilà. Alors là, il est peut-être un peu grand comme amphi. On va prendre un amphi qui fait, allez, un peu au hasard, 18 mètres de large sur 15 mètres de profondeur. Les gens sont assis, tout va bien. Voilà, donc c'est un amphi en béton fixe et en béton dur. Ensuite, là, on va remettre les bonnes dimensions, save. Sauf que du coup c'est un amphi, ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont être placées plus hautes que d'autres. Et le problème c'est que le champ magnétique il se disperse assez vite. Donc si je prends ça par exemple, hop, c'est juste pour vous dire, voilà, donc ça ressemble à ça, à une altitude d'1,2 m. Par contre, s'il y a des gens qui sont situés à 4 mètres de haut, bien sûr, ça ne le met pas à jour, malheureusement. Alors, pourquoi ça ne me l'a pas mis à jour? Parce que si je le mets à 1 mètre... Ah, tiens, c'est peut-être un bug dans l'affichage du logiciel. Eh ben, on va faire autrement. On va se mettre à 1,20 m. Voilà. Et on va placer la boucle 4 mètres plus bas. Ah, c'est bête. Dans la nouvelle version, il y a un petit bug. Ah zut, c'est pas cool. Donc je peux pas vous montrer, mais l'idée c'est que du coup ah si, là ça met... Alors, pourquoi ça met pas à jour là? Ah, j'ai peut-être pas appuyé sur update. Alors, juste pour vérifier, je remets la boucle à 0. Là, je mets tout le monde à 4 mètres. Save. Voilà. Donc, à 4 mètres de haut, on se retrouve avec un champ magnétique qui a moins 10 dB. Donc, ok, 4 mètres c'est peut-être haut, mais si on met alors, on va plutôt rester à 1,20 m. On va jouer sur la hauteur de la boucle. Les gens restent à 1,20 m. Donc ça c'est notre référence. Voilà. Alors, on s'en moque, c'est pas très bon, mais c'est juste pour vous montrer. Si on baisse la boucle d'1,50 m par exemple, donc s'il y a 1,50 m d'écart entre les gens de devant et les gens du fond, si on place la boucle au sol, ça donne ça. Voilà. Et là, il n'y a aucun moyen de rattraper parce que l'écart est vraiment trop important. Donc du coup, il faut que la boucle suive, je dirais, l'altimétrie. Donc certaines fois, j'ai déjà vu des choses où on demande à ce que les boucles soient dans les murs et suivent la pente, etc. Alors déjà, comme on donne un angle, ça veut dire qu'on va avoir un champ magnétique qui sera pas optimum par rapport au récepteur de l'oreille, donc il va falloir mettre plus de courant. Et en plus, du coup, il faut pouvoir passer au milieu des gradins et verticalement, ce qui est faisable, mais du coup, c'est pas ce qui est optimum. Et de plus, ce qu'on a oublié de dire et de voir, c'est la faculté du champ magnétique à sortir. Alors, le mieux, c'est peut-être, hop, si je vous montre ça. Admettons qu'on essaye de faire une salle comme ça. Et que donc en haut et en bas ce soit une autre salle par exemple, ou un couloir. Donc je vais afficher plutôt une coupe comme ça, en Y. Alors pas de bol, elle est plutôt bien celle-là. Hop. Le champ magnétique a tendance à sortir si vous voulez. Alors le mieux c'est que je vais faire, pour que ce soit bien visible, un périmétrique. Voilà. Il l'a pas pris, j'ai pas fait save. J'ai un petit peu trop vite.
Voilà, donc là on a notre boucle, notre périmétrique de 15 par 30, ce qui est beaucoup trop grand parce que comme on peut le voir, ça, on ne tient pas donc du tout dans le plus ou moins 3 dB. Et surtout, on voit qu'en dehors de la pièce, donc dans la partie grisée, ben, le champ magnétique descend, parce que c'est le conducteur qui est... C'est un petit peu en dehors du conducteur, mais bon, bref. Voilà, et du coup remonte de manière très franche. Du coup, il y a une technique de boucle qui a énormément d'avantages, qui est ce qu'on appelle chez Univox les boucles dites SLS, Super Loop System, je crois, mais bon, qui sont des boucles en gros croisées déphasées. Pour faire simple, et l'idée, c'est qu'on va utiliser des amplis avec deux sorties, et on va devoir faire un tracé bien particulier. Donc je prends une SLS standard, save, voilà, alors là elle est peut-être un chouïa forte, mais bon, c'est pour l'exemple. Et l'idée, c'est qu'on va faire serpenter deux boucles. Donc là, j'espère que vous allez bien voir, il y a la boucle rouge, alors attendez, je peux faire ça, voilà. Donc il y a la boucle rouge et la boucle, on va dire bleue, même si c'est plutôt lavande, et qui donc en fait sont croisées. Donc en gros, mis à part les départs, la boucle rouge, elle avance, pour faire simple, elle a un pas de 2 mètres, donc tous les 2 mètres on serpente, et la boucle bleue a aussi un pas de tous les 2 mètres, et elle serpente, mais elle est décalée d'1 mètre par rapport à l'autre. L'intérêt de ces boucles, c'est que d'une part, on va toujours se retrouver à proximité d'un champ magnétique, et d'autre part, comme les boucles sont très serrées, on va beaucoup moins déborder. Alors, je sais pas si vous avez le temps de voir, mais la boucle remontait avant, alors que là, on a vraiment une descente extrêmement forte de la boucle. Hop, alors bon, là c'est des courants un peu démentiels, mais c'est pour hop, la bonne cause. Voilà, save. Non, hop, c'est celui-là. Bon, enfin, en gros, on voit que le champ magnétique descend vraiment bas. Si je change l'affichage, oui, on descend vraiment à des niveaux extrêmement bas. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir faire des salles qui sont gradinées. Où là, par exemple, donc j'ai fait une salle un petit peu, ah oui, il l'a pas pris en compte. Je vais faire donc une salle de 18 mètres de large sur 12 mètres. Voilà, ça fait déjà un beau gradin quand même. Hop, save. Hop. 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 Ouais, sauf que du coup, mon champ magnétique, là, mon boucle, je veux les mettre comme ça. Voilà. Donc en gros, l'avant est en bas et l'arrière est en haut, pour faire simple. Donc ici, je change mon pas. Voilà. Donc, alors c'est peut-être un peu large pour le coup, mais c'est pas grave. Donc l'idée, c'est qu'on va serpenter tous les 1,20 m. Et donc on voit que le champ magnétique ici, il tient dans plus ou moins... Alors il n'est pas tout à fait, faut le rebooster un peu. Par contre, on a un gros problème, c'est que du coup on est en rouge partout, parce qu'on a déjà un besoin de champ magnétique très élevé, et ah oui, j'ai oublié que on était à 1,50 m, c'est pour ça. Hop, voilà, je me replace. Donc là, on tient bien, je vais me remettre à 40 parce que forcément, hop, là, tout à l'heure, donc on tient plus ou moins 3 dB dans cet axe-là. Et là on est un peu limite, donc on va remettre un petit peu de puissance, enfin de courant, hop, pour remonter tout ça. Voilà, je vous le mets en plus grand. Donc là, on tient à peu près dans plus ou moins 3 dB, je pourrais remettre un peu plus dans cet axe-là et dans cet axe-là. Par contre, on voit que du coup, on est quand même en limite de puissance des amplis. Donc là, on est passé sur des amplis SLS 1, 3 et 5. On voit par exemple que l'ampli SLS 1, il n'y arrive pas, et le SLS 3, ici, on est quasiment à 0 dB, donc c'est en limite de puissance, sachant que le champ magnétique, comme on a pu le voir ici, en Y, il n'est pas optimum et qui mériterait un petit peu de plus de puissance, ce que je vais faire tout de suite. Et du coup, ben, le SLS3 va passer en... Hop.
Voilà, donc là on est à peu près bon. Et par contre le SLS3, là il est passé en rouge. En fait ce qui se passe c'est que du coup là on a utilisé des câbles, comme on peut voir, avec un seul conducteur de 4 mm². Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser des câbles de 2 fois 4 mm², par exemple. Hop. Et on peut dire que on les met en parallèle. Voilà. Donc on se retrouve avec, on va dire, du 10 mm². L'impédance est passée de 2,95 à 2,64 ohms, mais c'est toujours pas terrible, parce que le SLS3 on peut pas, on est obligé de passer sur un SLS5. Et là du coup c'est l'intérêt du câble plat, c'est que le câble plat, hop, non, ça a à peine diminué, mais ça c'est parce qu'on a ici du câble qui est pas la bonne section, mais bon, c'est pas grave. Le câble plat permet d'avoir donc une impédance plus faible et dans certains cas de gagner au niveau impédance et donc de pouvoir passer sur un modèle d'ampli un petit peu inférieur. Bon là comme je fais un petit peu au hasard, l'exemple est mal choisi, mais l'impédance a quand même un petit peu baissé et en tout cas on est beaucoup plus proche de pouvoir faire passer le SLS3. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant ce type de boucle que je vous montre? Voilà, donc je rappelle, le bas de la salle est en bas et le haut de la salle est en haut, les côtés sont à gauche et à droite. C'est que du coup, on va pouvoir faire suivre, en fonction des différents niveaux de siège, les boucles. Par exemple, on va les faire passer par les nez de marche, si je puis dire, ou les nez de niveau, ou les mettre derrière les sièges. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir suivre quelque chose de constant et monter, je dirais marche après marche, ou niveau après niveau, et donc avoir comme des champs, des petites boucles locales devant et derrière chaque personne en fait, et donc garder un champ magnétique. Le seul piège, c'est qu'en fait, quand le logiciel nous donne la longueur de câble qui est de 276 mètres pour la première boucle et 236 mètres pour la première boucle, lui, comme tout est à plat, il faut rajouter les hauteurs, enfin les montées et les descentes de marche. Donc ça fait quand même des mètres en plus. Mais ça permet de se rendre compte. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, comme il y a du câble en plus, d'avoir de la marge, toujours d'avoir de la marge par rapport aux amplis et être plutôt à moins 1, enfin plus 1, plus 2 de dB de marge que 0, parce que dans la vraie vie, il y aura peut-être plus de métal que prévu. Des contraintes particulières sur du passage de câble ou autre, ce qui fait qu'il faut toujours se garder de la réserve. Ensuite, il existe différents types de boucles SLS. Alors là, on va dans l'optimisation. Là, donc, on voit déjà que sur le SLS3, on a un petit peu limite et qu'on a une salle donc qui fait 216 mètres carrés. Imaginons qu'on veuille faire une salle beaucoup plus grande, par exemple. Une salle qui fasse 40 par 20, toujours avec du béton armé. Voilà, donc pour info, je vais vous montrer notre chère boucle périmétrique. Voilà, de 40 par 20 mètres, avec, on va dire, des gens qui sont debout. Voilà, c'est un marché, je sais pas, voilà, un marché dans un bâtiment. Donc la boucle ressemble à ça, et le champ magnétique, hop, il s'affiche pas. Ah non, si, il a. Ah, attendez, pourquoi est-ce qu'il s'affiche pas? C'est parce que le courant est peut-être pas le bon. Déjà, je vais mettre avec un conducteur complètement classique. Hop, et je vais mettre un courant plus classique. Hop. Alors, du coup, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas? Save. Alors, cric. Voilà. Donc là, on voit qu'on est carrément dans les choux parce que on est entre donc plus 3, ça va, et moins 12 dB dans cette grande pièce. Donc on peut éventuellement faire notre fameuse boucle en 8. Hop, save. Donc là, il va me dire il faut beaucoup de choses, et là, ça devrait marcher dans les deux sens. On devrait être à peu près bon. C'est un peu limite, mais on devrait être à peu près bon. Ouais. Donc là, on va remonter un petit peu le signal, 6 ampères. Voilà.
Voilà, donc là on tient tout juste dans plus ou moins 3 dB. Hop, hop. Voilà, là on est bon, et là on est même un peu trop fort sur les bords. Donc vous voyez là on est déjà limite dans le plus ou moins 3 dB, et au niveau des amplis c'est compliqué parce qu'en gros on est dans le rouge total. Pourquoi est-ce qu'on est dans le rouge total? Parce qu'en fait on a une grande longueur de câble, donc on a une impédance 3 ohms 46 qui est très importante. Si je passe en câble plat, hop, on passe de 3,46 à 2,64 et là on passe limite avec un PLS6. Voilà. Du coup, pour réduire la longueur de câble, je pourrais faire qu'une seule division, le 2 divisions de la salle, mais du coup on serait trop loin des conducteurs et on aura un creux plus important. Et si j'en rajoute, ça va être pire. Il y a une manière qui permet de tricher, donc je vais voir avec vous, c'est le câble plat en 2 fois 1,25. Donc la section elle est plus faible, mais l'avantage de ces câbles, c'est que si, comme il y en a deux, on les met, si on les met en parallèle, ça revient à un câble plat de 2,5, mais si on les met en série, l'intérêt, c'est que ça va faire 2 tours, et que du coup, on a besoin d'un courant 2 fois moindre. Vu qu'on fait 2 fois le tour, on met la moitié de l'intensité, donc 2 fois la moitié, ça donne l'intensité. Donc on reste sur la même taille de champ magnétique, et là ça change rien du tout. C'est même pire du coup parce qu'on est en trop grande tension. Bref, là il n'y a pas de solution apparente. Pour vous montrer, voilà, ça n'a rien changé. Donc des fois ça peut sauver et des fois ça ne sauve pas. C'est pour ça que c'est un cas un peu général quand on ne sait pas pour une boucle d'induction, quand on doit passer un câble dans une dalle et donc après qu'on ne peut plus y toucher, quand on ne sait pas, et que bien sûr on prend pas le temps de nous interroger parce que nous on peut vous faire l'étude très rapidement et vous donner des solutions, mais s'il va dans l'urgence, il faut passer un câble à 2 conducteurs, 2 x 2,5 ou 2 x 4 mm². L'intérêt c'est que ça permet de passer 3 boucles en une. Effectivement on a 2 conducteurs en 2,5 ou en 4 mm², ce qui fait que si on n'utilise qu'un conducteur, on fait une boucle en 4 mm², et si on utilise 2 conducteurs, on peut faire soit une boucle en 2 x 4 mm² si on les met en parallèle, donc en 8 mm², et si on les met en série, ça permet de faire une boucle qui fait 2 tours en 4 mm². Donc des fois, la manière dont on connecte ce câble permet à l'ampli de pouvoir générer un champ magnétique suffisant pour respecter la norme. Le temps file vite, donc du coup là ça marche pas dans notre salle de 800 m². Donc comment est-ce qu'on peut faire? Je vais tenter une boucle SLS, alors efficient, voilà. Donc l'idée c'est qu'automatiquement il va faire des pas beaucoup plus élevés, que je vous montre. Peut-être non, ah oui j'ai pas fait save, hop. Voilà, on va faire une salle comme ça, donc avec des pas donc de 6,67 m entre les conducteurs. Donc là c'est complètement au hasard. Qu'est-ce que ça donne en termes? Voilà, donc là on est un petit peu limite dans ce sens-là, et on est encore un petit peu limite. Donc là, et vous voyez que je mets des valeurs de courant qui sont un peu plus faibles quand même. Hop. L'affiche en grand, voilà, donc là on revient dans 3, donc là on est même un peu trop fort, sauf que du coup à chaque fois j'ai des hop, je vais les mettre hop hop en câble plat, save. Voilà, sauf que du coup là on est trop faible, voilà, parce qu'on n'est plus, hop, non, on n'était plus en série, donc je redouble le courant. Voilà, donc là on est un chouïa trop fort, je vais passer à 5,5. Voilà, alors on voit que malheureusement on est malgré ça, encore même avec le SLS5, on est un petit peu limite. Donc du coup, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est réduire le pas. Attendez. Voilà, sauf que là, du coup, en réduisant le pas, on va être... je prends à chaque fois des mauvais exemples parce que c'est très difficile de vous montrer. Non. Ce qu'il faut faire là, c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Hop.
Oula, c'est un peu trop élevé à mon goût. Si j'en remets 3. Hop. Voilà, mon champ magnétique. Alors, du coup, ouais, on va avoir des petits trous dans ce sens-là. Pourquoi? Attendez, hop. Peut-être. Voilà. Ouais, pile à cet endroit-là, c'est là où il y a le trou qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est pas forcément grave. Et est-ce que... Voilà, donc ici, on peut retrouver le SLS5 et on a encore un petit peu de marge. Bon, là, c'est un peu décousu parce que je prends des exemples un peu bêtes à chaque fois. Voilà. Mais l'idée, c'est que après, on arrive quand même à une certaine limite. Tout ça pour dire qu'on arrive à une certaine limite de taille et qu'après, il faut pouvoir utiliser, par exemple, 2 amplis et 2 boucles côte à côte et relier 2 boucles. Enfin, pas les relier, mais les mettre l'une à côté de l'autre pour pouvoir étendre le champ magnétique. Donc, en gros, on peut pas du tout faire ce qu'on veut au niveau des boucles et des amplis. On a vraiment des limitations physiques. Qui sont liées par les lois électromagnétiques de diffusion de champs magnétiques. Et c'est un peu comme vouloir, si vous voulez, vu qu'il y a beaucoup de gens de la lumière, voilà, on vous dit il me faut 400 lux partout dans la pièce. Allez, j'autorise plus ou moins 3 dB, c'est 400 lux, et qu'on nous disait, ok, moi je vais vous mettre des néons tout autour de la pièce. On se rend compte que dans certaines pièces ça va marcher, et dans d'autres ça va pas marcher. Sauf que manque de peau, des fois il y a du métal, et pour faire simple, le métal ça va agir, alors c'est pas le bon exemple parce que c'est de la diffusion, mais comme un peu une machine à fumer si vous voulez. Où en gros ça va absorber un peu la lumière et donc du coup au milieu de la pièce on aura encore moins de flux lumineux. Et l'idée c'est de pouvoir faire des rangées de néons exactement comme on fait dans les bureaux. On met pas les néons tout autour de la pièce, on les met selon des rangées, et c'est un peu le principe qu'on retrouve ici. On fait des rangées de néons ou de conducteurs pour pouvoir faire en sorte que le champ magnétique soit beaucoup plus uniforme, vu que la norme impose qu'il soit uniforme d'une certaine manière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'on peut, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait notre étude, on peut l'exporter en PDF. Et l'intérêt, c'est qu'on peut du coup rendre une étude. Alors, elle est en anglais, certes, mais rendre une étude qui permet de justifier le choix de boucle et de pouvoir dire auprès d'un client, voilà, oui, là, vous avez entendu parler d'une boucle périmétrique, mais ça ne marche pas pour telle et telle raison, et moi je vous conseille cette boucle-là. Alors, je vais essayer de retrouver un exemple. Alors, je vous l'affiche ici en grand. Donc là, bon, on s'en moque, hein, c'est un amphithéâtre au CHU de Montpellier qui fait 16 mètres par 16 mètres en gros, voilà, donc il est quand même grand. Et donc l'idée, c'est qu'on a fait, je vous montre directement, cette fameuse boucle SLS ici pour obtenir un champ magnétique qui ressemble à ça. Et des champs magnétiques qui ressemblent à ça, voilà. Et donc, voilà, le rapport, en gros, ce sont les différents écrans qui sont mis dans un PDF. Donc on retrouve le nom qu'il a fait, la date, les dimensions, le type de boucle, donc c'est une SLS ultra low spill, bon ça c'est pas grave, le nom, les amplis qui fonctionnent, donc on voit là qu'il n'y en a qu'un seul qui s'appelle le SLS5. Ensuite, les boucles. Voilà, donc on retrouve les dimensions des boucles, le courant, les résistances, l'impédance de chaque boucle. Le feed data, c'est le câble qui permet de lier l'ampli et la boucle, parce que l'ampli n'est pas forcément à côté de la boucle. Il faut qu'il soit pris en compte. Donc au final, on a 720 mètres de boucle quand même à positionner. Voilà. Et donc là, on a la vue de la boucle, enfin des boucles. Le champ magnétique vu du dessus et le champ magnétique entre guillemets en 3D. Et ce qui est le plus intéressant, donc les vues en coupe
du champ magnétique. Voilà. Voilà, ça c'est un rapport qui est généré automatiquement par le logiciel. Voilà, c'est très, très utile et très pratique. Si j'en ouvre un autre, pareil, je l'ouvre un petit peu au hasard. C'est encore un SLS. Oula, il y a plein de boucles. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus. Mais il devait certainement y avoir des raisons, soit je dirais d'ordre architectural, soit des notions de confidentialité, parce que je le rappelle, la boucle périmétrique sort, le champ magnétique qui passe à travers les murs, même s'il y a du métal, et donc le son, mais le champ magnétique sort de la pièce. Donc forcément, quand on équipe un théâtre, on s'en moque que le son sorte, mais quand on équipe un tribunal, on a souvent envie que le son reste à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que très souvent des boucles de type SLS qui serpentent sont utilisées, ou dans corporate, dans des salles de réunion, des salles de conseil, je sais pas moi, des assemblées politiques. Souvent on a envie que le son reste à l'intérieur, et donc on ne va pas placer de la boucle périmétrique, ni même de la boucle en 8, parce qu'elle déborde aussi. Celle qui déborde vraiment le moins, c'est la boucle type SLS. Voilà. Je sais pas quoi vous montrer comme autre exemple. Parce que j'en ai plein, mais du coup, avec les noms, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Hop. Salle 3. Hop, j'en sais rien. Allez, je vais prendre ça. C'est une petite salle. Petite salle de 23 mètres carrés. Donc là voilà, c'est une petite salle donc qui pourrait être faite en périmétrique, parce que 3 mètres par 6 c'est possible, mais du coup on l'a fait en SLS pour éviter que le champ magnétique sorte. Là on voit vraiment que le champ magnétique descend parce qu'il est en dessous de 40 dB. Voilà. J'ai pas d'exemple, j'ai plus d'exemple où j'avais des salles avec la même salle entre guillemets en périmétrique, où je voulais vous montrer ça en périmétrique et en SLS pour vraiment montrer la différence. Mais bon, après vous voyez, on peut faire des salles qui peuvent se séparer. Donc là on a une grande salle avec une salle avec une petite boucle, parce que cette salle est séparable, et on a vraiment besoin d'avoir cette chose, cette séparation quoi. Vous voyez ici, là c'est la grande salle, donc, et on a un champ magnétique d'un côté, un champ magnétique de l'autre quand les deux salles sont séparées, et quand on fait fonctionner la grande salle, on a un champ magnétique qui est global. Voilà, donc très souvent on a besoin d'utiliser, et ça va être la conclusion, des boucles autres que des boucles périmétriques, et c'est pour ça que 19 fois sur 20, les boucles périmétriques ce ne sont pas les bonnes boucles à utiliser, soit par rapport à la norme, parce que tout simplement ça ne respectera pas les performances demandées par la norme. Donc, voilà, si on a envie d'en savoir plus, ils peuvent m'envoyer des emails ou m'appeler, et je pourrais en parler avec plaisir. Ou aussi tout simplement l'utilisation et la fonction de la salle. Ça on oublie trop souvent, c'est que le champ magnétique déborde aussi bien latéralement que verticalement. Imaginez, vu qu'on entend parler des EHPAD, sur plusieurs étages, avec les salles télé qui sont toutes au même étage, si on met une boucle périmétrique au sol, dans une salle télé qui fait 60 mètres carrés, sur plusieurs niveaux, et les gens à un étage pourront éventuellement entendre le son de la télé de l'étage supérieur, et ainsi de suite. Ou imaginez dans un cinéma avec une boucle périmétrique, quand je suis sur le bord de la salle, j'entends aussi bien la salle d'à côté que la salle dans laquelle je suis. Donc les boucles périmétriques, c'est vraiment dans de rares cas qu'on peut les utiliser, c'est-à-dire des petites salles isolées, et globalement, quand je dis petite, il faut que une des deux dimensions de la salle soit inférieure à 6 mètres, avec du béton armé, pour qu'on puisse être bon. Voilà, donc en gros, une salle qui fait 20 par 6, c'est un peu bizarre, mais ça peut passer. Une salle qui fait 8 par 8, non, il y a de fortes chances qu'on ne respecte pas la norme. Après, le mieux c'est d'aller faire un relevé avant l'installation pour tout simplement mesurer l'absorption métallique. Voilà, je m'arrête là, ça fait presque 1 heure, j'ai soif, j'espère qu'il a été clair, j'ai pas forcément pris les bons exemples parce que j'ai fait ça en live, mais vous avez pu voir que du coup,
Les boucles et les champs magnétiques sont des choses un petit peu plus complexes que je tire un câble, je fais le tour de la pièce, je mets un ampli et ça marche. Loin de là, et la plupart des solutions, c'est sur le cheminement du câble et le type de câble. Mettre un ampli plus puissant ne permettra pas de rester dans plus ou moins 3 dB, on va juste augmenter, mais plus ou moins 3 dB sera toujours, enfin le plus ou moins X dB, 4 ou 5 sera toujours constant. Voilà, et ben je vous dis peut-être à la semaine prochaine, il faut que je trouve un dernier sujet de formation, et je vous donne rendez-vous à 17h sur une formation MA2 avec Cédric d'Avignon. À bientôt, au revoir.